Il y a quelques semaines, j'ai demandé à une intelligence artificielle de rédiger un rapport d'analyse stratégique à ma place. En 3 minutes, j'avais 20 pages structurées, argumentées avec des données, des graphiques, des recommandations. 20 pages que moi, j'aurais mis 2 jours à produire. Et là, j'ai eu une pensée que je n'avais jamais eue de ma vie professionnelle. Est-ce que je suis encore nécessaire? Cette question, des millions de professionnels se la posent aujourd'hui, des enseignants, des médecins, des juristes, des économistes, des journalistes, des managers. Et dans beaucoup de pays d'Afrique où l'accès à ces outils s'accélère à une vitesse vertigineuse, la question est encore plus pressante. L'IA va-t-elle nous remplacer ou peut-on l'utiliser sans se laisser avaler par elle? La vraie question n'est pas est-ce que l'IA est puissante, elle l'est indéniablement. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire et comment transformer ces angles morts en ton avantage irremplaçable. Aujourd'hui, je vais te montrer 6 domaines précis avec des exemples concrets où aucun algorithme, aussi sophistiqué soit-il, ne peut remplacer ce que tu es. Et je vais te donner une méthode pour travailler avec l'IA sans jamais te laisser dominer par elle. Avant d'aller plus loin, je veux casser une illusion qui circule partout. L'intelligence artificielle dans son état actuel n'est pas intelligente au sens où toi tu l'es. Elle ne comprend pas, elle ne prédit pas, elle calcule des probabilités sur des milliards de données pour produire la réponse qui ressemble plus à ce qu'un humain aurait dit. C'est fascinant, c'est puissant, mais c'est fondamentalement différent de penser, de ressentir, de juger, de s'engager. Imagine que tu demandes à une IA d'évaluer si une communauté rurale au nord du Togo est prête à accueillir un projet de développement agricole. Elle va te sortir des données démographiques, des indicateurs économiques, des comparaisons régionales. Très bien, mais elle ne peut pas te dire que le chef du village a perdu son fils l'année dernière dans un projet similaire mal géré, et que toute la communauté a maintenant une méfiance profonde envers les intervenants extérieurs. Cette information-là, elle ne vit pas dans une base de données. Elle vit dans une relation humaine, dans une écoute, dans une présence. L'IA est un outil d'amplificateur extraordinaire, mais un amplificateur ne remplace pas la source du signal. Il amplifie ce que tu lui donnes, le meilleur comme le pire. Si tu n'apportes rien d'humain, elle n'ajoute rien d'humain. L'IA peut générer un cours complet sur n'importe quel sujet en quelques secondes. Elle peut créer des exercices, des évaluations, des plans de leçons. Certaines plateformes permettent même à un algorithme de s'adapter au rythme de chaque élève. Et pourtant, imagine dans une salle de classe dans un lycée technique à Kara, au nord du Togo. 30 élèves. Il y en a un au fond qui n'a pas mangé ce matin, un autre dont le père vient d'être licencié, une fille qui est très brillante mais qui se tait parce que dans sa famille on ne lui a jamais dit qu'elle pouvait avoir raison. Un bon enseignant voit tout ça mais pas avec des capteurs, avec une expérience humaine accumulée, une intuition formée par des années de présence réelle. Il va adapter son ton, changer d'exemple, faire une pause, regarder cet élève dans les yeux et dire « Je sais que ce n'est pas simple en ce moment, tu continues quand même, c'est ça qui comptera. » L'IA peut transmettre du savoir, mais elle ne peut pas transmettre la croyance en soi. Et souvent cette croyance, par le contenu du cours, qui change une trajectoire de vie. L'acte éducatif profond, c'est un acte de relation, pas de transmission d'informations, et la relation, aucun modèle de langage ne peut l'incarner. En 2023, lors des négociations climatiques à l'échelle internationale, des délégations africaines ont dû défendre leur position face à des blocs économiques infiniment plus puissants. Ces négociateurs n'avaient pas forcément les meilleures données. L'IA aura pu les produire. Ce qu'ils avaient, c'était une capacité à lire la salle, à sentir le moment ou reculer pour mieux avancer, à construire des alliances dans les couloirs pendant les moments de pause café. La négociation, c'est là de gérer l'ambiguïté humaine en temps réel. Un silence qui dure 2 secondes de trop, un regard qui fuit, une poignée de main qui manque de fermeté. Ces signaux-là ne sont pas dans une base. Même dans ton organisation, quand tu dois convaincre ta direction d'approuver un budget ou d'adopter une nouvelle approche, tu ne gagnes pas cette bataille avec un rapport bien structuré seulement. Tu la gagnes en comprenant les notes dites, en sachant à quel moment semer l'idée, chez qui, dans quel contexte émotionnel. L'IA peut te préparer une argumentaire parfaite, elle ne peut pas lire la pièce à ta place. Le moment juste, le temps exact. La conception stratégique, c'est une lecture humaine que 20 ans d'expérience installent dans les réflexes. Des applications de thérapie par l'intelligence artificielle existent déjà. Certaines sont utilisées pour des situations légères d'anxiété ou de stress. Elles posent des questions, répondent sujet des exercices. Et certains utilisateurs disent se sentir moins seuls après l'avoir utilisé. Mais voici ce qu'un psychologue clinicien fait et qu'aucun algorithme ne fera jamais. Lorsqu'un patient entre dans le cabinet et dit « je vais bien », il y a un praticien qui entend au fond « je ne vais pas bien ». Parce qu'il a vu la façon dont les épaules sont tombées, parce qu'il a remarqué que la voix tremble légèrement sur le mot « bien », parce que son propre vécu humain lui dit que ce mot-là, prononcé de cette façon-là, signifie souvent l'inverse.
L'empathie clinique n'est pas la simulation d'une réponse chaleureuse. C'est la capacité à ressentir la douleur de l'autre de façon suffisamment proche pour lui tendre le bon pont au bon moment. Cette capacité-là naît d'une condition humaine partagée, quelque chose que l'IA ne possédera jamais. En Afrique subsaharienne, où la santé mentale est encore un tabou dans beaucoup de contextes culturels, la relation de confiance avec un praticien humain souvent issu de la même culture est encore plus déterminante. Ce n'est pas un algorithme qui peut porter ce poids. Mars 2020. Un directeur d'hôpital à Dakar reçoit la confirmation que le premier cas de Covid-19 vient d'être détecté dans son établissement. Son staff est paniqué. Ses ressources sont limitées. Les protocoles qu'il a reçus de l'OMS ont été conçus pour des pays aux capacités logistiques très différentes des siennes. Et il a 45 minutes pour prendre des décisions qui vont engager des centaines de vies. L'IA aurait pu lui fournir des données épidémiologiques en temps réel, des modèles de projection, des protocoles optimisés. Tout ça, c'est très bien. Mais la décision de fermer ou non tel service, de rassurer ou d'alerter son équipe, de communiquer ou pas vers l'extérieur, cette décision appartient à un humain qui assume la responsabilité morale de ses actes, qui regarde ses collègues dans les yeux, qui portera ce choix toute sa vie professionnelle. Le leadership en crise, c'est la capacité à décider dans l'incomplétude, à assumer la responsabilité devant des êtres humains qui ont peur et à donner du sens à l'incertitude. L'IA propose, l'humain décide et c'est lui qui répond devant l'histoire. Une IA ne peut pas être tenue responsable, elle ne peut pas se lever devant une famille et dire « j'ai pris cette décision et j'en assume les conséquences ». Ce poids moral, c'est la dignité de l'humain qui décide. L'IA peut composer de la musique, écrire des romans, générer des œuvres visuelles. Elle peut imiter les styles de Picasso, d'Aimé Césaire ou de Fela Kuti avec une précision déconcertante. Et certaines de ses œuvres sont techniquement bluffantes. Mais voilà ce qu'elles ne seront jamais. Quand Myriam Makeba chantait contre l'apartheid, sa voix portait 20 années d'exil, la douleur d'une séparation de sa fille, la rage d'un peuple qu'on avait tenté de rendre invisible. Cette douleur-là ne se programme pas. Elle ne se génère pas à partir des données. Quand un écrivain togolais raconte le quotidien d'un fonctionnaire à Lomé qui jongle entre ses convictions et les contraintes d'un système, il puise dans une mémoire incarnée, dans des odeurs, dans des silences partagés avec des gens. L'IA peut simuler ce récit, elle ne peut pas le vivre. L'art authentique, c'est une cicatrice rendue visible. L'IA n'a pas de cicatrice. Elle n'a pas de mémoire sensible. Elle peut produire de la forme sans jamais toucher le fond. Et c'est le fond qui fait que quelque chose traverse le temps. Pour les créateurs de contenu, les journalistes culturels, les artistes, votre vécu unique, vos contradictions, votre ancrage dans une réalité spécifique sont précisément ce que l'IA ne peut pas générer. C'est votre rempart. Un entrepreneur à Cotonou repère une opportunité dans la distribution de produits agricoles dans une zone périurbaine. Il ne l'a pas lu dans une étude de marché, il l'a vu parce qu'il prend ce bus tous les matins, parce qu'il a discuté avec la même revendeuse pendant 3 mois, parce qu'il a senti que quelque chose se passait à cet endroit précis, à ce moment précis de la dynamique sociale de ce quartier. Aucun algorithme ne se lève à 5 heures du matin pour prendre ce bus. Aucune IA n'a la conversation avec cette revendeuse. L'intuition entrepreneuriale de terrain se forge dans la présence physique, la répétition et la capacité à lire des signaux faibles que les données ne capturent pas encore. L'IA peut analyser le marché, identifier des tendances sectorielles, projeter des scénarios financiers, tout ça c'est utile. Mais l'entrepreneur qui survit et prospère est celui qui combine ses outils avec un ancrage terrain irremplaçable, avec cette connaissance intime du contexte local que seule une présence humaine prolongée peut construire. Les meilleures opportunités d'affaires en Afrique ne se trouvent pas dans les rapports de consultants. Elles se trouvent dans des conversations de quartier, les marchés informels, les tensions non résolues d'une communauté. L'IA analyse ce qui existe, l'humain détecte ce qui manque avant même que ça soit mesurable. Maintenant que tu sais ce que l'IA ne peut pas faire, voici comment tu vas construire ta relation avec elle de façon à rester maître du jeu. Je l'appelle la méthode des 3 A. Amplifier, pas déléguer. L'IA est là pour amplifier ce que tu produis déjà, pas pour le remplacer. Tu veux écrire un rapport, rédige d'abord les idées brutes, ta structure, ton angle. Ensuite, utilise l'IA pour améliorer la forme, corriger la syntaxe, enrichir les données. Le fond vient de toi. La forme est assistée. Le jour où tu renverses cette logique, où tu laisses l'IA produire le fond et tu te contentes de corriger, tu commences à disparaître de ta propre valeur ajoutée. Affûter son esprit critique. L'IA se trompe régulièrement, elle hallucine des sources qui n'existent pas. Elle produit des analyses plausibles mais fausses. Elle peut reproduire des biais systémiques avec une confiance absolue. Ton rôle, c'est de ne jamais éteindre ton sens critique face à ce qu'elle te propose. Un professionnel dominé par l'IA est celui qui copie-colle sans vérifier. Un professionnel qui domine l'IA est celui qui l'interroge, le remet en cause, le recadre et décide en dernier ressort. Ancrer ce que l'IA ne peut pas produire.
reproduire. Investis délibérément dans ce que l'IA ne peut pas faire, les relations humaines, ton ancrage terrain, ton expertise culturelle, ta capacité de jugement moral. Ce ne sont pas des soft skills démodés. Ce sont des actifs irremplaçables. Dans un monde où tout le monde a accès aux mêmes outils. Quand tout le monde utilise le même marteau, ce qui différencie, c'est la main qui tient le marteau. Ta main, c'est ton humanité. La domination par l'IA ne commence pas quand l'algorithme est trop puissant. Elle commence quand tu cesses de penser par toi-même. Elle commence dans la tête, pas dans la machine. Je vais te laisser avec une pensée que j'ai eue après cette fameuse nuit où l'IA a produit mon rapport en 3 minutes. Ce rapport était techniquement correct, mais il était vide de quelque chose d'essentiel. Il n'avait pas ma voix, il n'avait pas mon vécu du terrain. Il n'avait pas les nuances que j'aurais apportées parce que j'avais passé 3 ans à travailler avec les gens dont il était question. C'était un beau vêtement sans corps dedans. Le danger de l'IA, ce n'est pas qu'elle est trop forte, c'est qu'elle soit tellement commode que tu oublies de développer ce qui ne peut pas être délégué. Quand tu perds l'habitude de penser profond, de t'engager avec des problèmes complexes, de construire des relations de confiance sur le long terme. La vraie domination par l'IA, c'est l'atrophie progressive de la pensée critique, de ton initiative, de ta créativité. Ce n'est pas une menace extérieure, c'est un choix quotidien que tu fais ou pas. Face à la facilité, alors oui, travaille avec l'IA, utilise-la, amplifie-toi avec elle, mais ne la laisse jamais prendre ta place. Dis-moi dans les commentaires, dans ton domaine professionnel, c'est quoi le truc que tu as fait et qu'aucune IA ne pourrait jamais reproduire? Je suis curieux de lire tes réponses. Et je vais en retenir les meilleures pour une prochaine vidéo. Si cette réflexion t'a été utile, partage-la avec un collègue, un étudiant, un professionnel de ton réseau qui se pose ces questions.